Nicolas Cage, l'un des acteurs les plus talentueux et les plus célèbres d'Hollywood, a enfin trouvé le véritable amour et la paix dans sa vie de couple. Après de nombreux hauts et bas en amour et des mariages de courte durée, Nicolas Cage s'est officiellement marié avec Riko Shibata en 2021. Il ne s'agit pas seulement d'un simple mariage, mais aussi d'une étape importante dans la vie de l'acteur, lorsqu'il décide d'organiser un mariage solennel à l'église, un lieu sacré et saint pour eux deux. Nicolas Cage et Riko Shibata se sont rencontrés dans des circonstances particulières. Riko, une belle jeune fille japonaise, 31 ans plus jeune que Cage, a conquis le cœur de l'acteur non seulement par son apparence douce mais aussi par son intelligence et sa profondeur. Les deux se sont rencontrés alors que Cage était au Japon pour un tournage, et dès la première fois, il a ressenti un lien particulier entre eux. La distance géographique et les différences culturelles ne constituent pas pour eux un obstacle majeur. Les deux hommes ont entretenu une relation transfrontalière pendant longtemps, communiquant principalement par SMS et appels vidéo. C'est la patience et la sincérité de Riko qui ont permis à Cage de comprendre quelle était la femme qu'il recherchait. Nicolas Cage, connu pour ses actions audacieuses et non conventionnelles, a proposé à Riko d'une manière très spéciale. Au lieu de la demander directement en mariage, il a envoyé une bague de fiançailles par la poste des États-Unis au Japon, accompagnée d'une longue lettre d'amour pleine d'émotion. Pour Cage, c'était l'expression d'affection la plus sincère qu'il pouvait avoir pour elle. Riko fut profondément émue et n'hésita pas à accepter. Même si elle savait que Cage avait connu de nombreux mariages précédents, elle croyait qu'il y avait un véritable amour entre eux. Bien qu'ils se soient mariés en 2021 lors d'une petite cérémonie à Las Vegas, Nicolas Cage a toujours voulu un mariage officiel à l'église pour montrer la solennité et honorer leur amour. Et maintenant, ce rêve devient réalité. Les préparatifs du mariage ont été partagés avec enthousiasme par Cage. Il a révélé qu'il s'agirait d'une cérémonie traditionnelle où le couple échangerait ses vœux devant Dieu et leur famille. Nicolas Cage est un homme qui valorise les valeurs spirituelles, donc un mariage à l'église n'est pas seulement un rituel, mais aussi une affirmation que leur amour durera pour toujours. En plus de la famille et des amis proches, les fils de Cage, Weston Coppola Cage et Kal-El Coppola Cage, seront également là pour bénir leur père. Pour Cage, la présence de ses enfants le jour J est la chose la plus importante, car il veut toujours que ses enfants voient que le véritable amour existe toujours, même s'il a vécu de nombreux changements dans son mariage. Après le mariage, Nicolas Cage et Riko Shibata ont eu une vie heureuse ensemble. Les deux apparaissent souvent ensemble lors d'événements, main dans la main avec des sourires éclatants. Contrairement à ses relations précédentes, cette fois, Cage veut vraiment construire une famille durable. Nicolas Cage a partagé que Riko lui a apporté une paix qu'il n'avait jamais eue auparavant. Elle n'est pas seulement son épouse mais aussi sa confidente, l'aidant à surmonter les pressions de la vie et du travail. Grâce à elle, Cage est devenu plus calme, passant plus de temps avec sa famille au lieu de se précipiter dans des rôles lourds. De plus, le couple envisage également d'agrandir sa famille. Cage a un jour exprimé son désir d'avoir plus d'enfants avec Riko, pour construire un foyer complet et heureux. Si cela s'avère vrai, cela marquera un nouveau chapitre dans la vie de Nicolas Cage, non seulement en tant que star de cinéma, mais aussi en tant que père dévoué et mari aimant. Avec une carrière étincelante et une vie personnelle pleine de hauts et de bas, Nicolas Cage peut désormais sourire en repensant à sa vie. Il a aimé, a échoué et a traversé des jours de solitude, mais à la fin, il a trouvé la femme qui était vraiment faite pour lui. Le mariage avec Riko Shibata n'est pas seulement une étape importante, mais aussi un témoignage du fait que l'amour n'a pas de limite d'âge ou de distance. La chose la plus importante est la sincérité, la compréhension et la volonté de se sacrifier l'un pour l'autre. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la cérémonie de mariage à l'église, Nicolas Cage ne pouvait cacher son bonheur. Il savait que cette fois, il avait trouvé sa véritable vocation, un amour qui l'accompagnerait pour le reste de sa vie. Et avec Riko Shibata à ses côtés, Nicolas Cage n'est plus une star solitaire au milieu du glamour hollywoodien, mais un homme qui a trouvé le vrai sens de la vie, l'amour, la famille et la paix. Même s'il s'est marié en 2021 lors d'une petite cérémonie à Las Vegas, Nicolas Cage souhaitait toujours un mariage traditionnel à l'église. Il a partagé que c'était une promesse qu'il voulait faire à Riko, la femme qui l'a aidé à retrouver foi dans le mariage. « Je veux que ce soit un beau souvenir non seulement pour nous deux mais aussi pour la famille », a confié Nicolas Cage.
La préparation du mariage à l'église le remplissait d'émotions, car dans le passé, ses mariages précédents avaient souvent été de courte durée et s'étaient mal terminés. Cette fois, il voulait que tout soit propre et significatif. Nicolas Cage a rencontré Riko Shibata au Japon en 2020 et a été immédiatement captivé par sa douce beauté et son esprit de famille. Malgré la grande différence d'âge, les deux hommes trouvent toujours un terrain d'entente dans leurs intérêts et leur style de vie. Cage a révélé un jour que Riko était une femme intelligente, sophistiquée et dotée d'un bon cœur. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie intime le 16 février 2021, jour de l'anniversaire du père de Nicolas Cage, afin d'honorer leurs proches décédés. Après plus de 3 ans de vie commune, l'acteur a affirmé que c'était l'une des meilleures accelerator institutes that has specialist institutes around advanced manufacturing, but the SFC has also over the last decade fostered collective, collaborative research networks through its pooling initiative, which were funded for a significant period of time but are now under part of the kind of comprehensive review that SFC have done on the other side of the election. And so there's a bit of uncertainty in Scotland as to quite which way the SFC is going to fall, as to whether we'll see more sustained investment in that framework that's been kind of established over the past decade, or whether we're going to see new initiatives coming into play which will maybe break up some of the traditional patterns of strength that we have and maybe play more to aspects of Scottish geography that we, in terms of place, that we've not yet explored. So thank you. I was just trying to kind of not repeat what others had said, but I do think that that larger political dimension needs to be framed into the discussion. Thank you. Yeah, absolutely. Yeah, really interesting. And I, if we have time, it might be interesting to get on to some of the specific political aspects of funding in Scotland as well. You know, even moving away from R&D to the sort of free tuition and the extent to which that limits the ability to cross-subsidise in research and so on. There's a sort of big political question around that as well. Right, we're crossing the bridge, I think, now from Dundee to St Andrews. Brad, let's come to you. Thanks, John. And I'll try not to repeat too much of what's been said, and I agree with an awful lot of the comments of colleagues on the call. I guess just a couple of quick thoughts from me. I think that Judith's question about what does leveling up mean is a really important one, and I think for me, it's really simply about how meaningful opportunity can be provided. It's inclusive and it's diverse. It cuts across regions, but also other types of constituencies. And I think in Scotland in particular, universities are without question uniquely positioned, just given the quality of universities, the fact that it's a particularly outsized sector, I think in Scotland. And there's just absolutely world-class research and clusters all over the country as well. But for me, there's also a pretty significant demand and supply question, which a lot of colleagues have touched upon. And whilst I think that universities are unquestionably anchor institutions and important economic drivers within their regions, and will continue to be so, and I wouldn't want to downplay that at all. If it doesn't sit within a wider set of structures and frameworks that can take advantage of that, then for me, the question is, there are limits to what universities can do as anchor institutions that are driving that leveling up